Lecturophile et anglopathe, bonjour. J'espère que vous êtes prêts, parce que moi, pas sûr. D'abord, je dois vous dire comment je me suis retrouvée là. Parce que je suis sûre que ce sera sujet à moquerie et que vous auriez tort de vous en priver. Si vous l'ignorez, j'écris des bouquins et j'en traduis. Mais j'en lis beaucoup aussi. Et au bout d'un moment, j'ai compris qu'il fallait que je lise plus de nouveautés en langue anglaise afin de pouvoir proposer des projets. Problème, pas la thune. Oui, c'est gênant. Je me suis donc tournée vers NetGalley, plateforme de mise en relation entre éditeurs et chroniqueurs. Le chroniqueur a un livre, en général avant sa sortie, il n'a pas à le payer, et en échange, l'éditeur a une chronique sur les réseaux pour faire la pub du dit bouquin. C'est un peu comme une phase de farming pour l'éditeur qui va tenter de pexer un max son titre avant de le jeter dans l'arène. Bref, je me suis dit, fais ça, c'est gagnant-gagnant, et ton banquier t'enverra pas de lettres de menace. Croyez-le ou non, et de toute façon vous n'avez pas le choix, le premier livre que j'ai choisi est Rubicons de Brett Riley. Et figurez-vous que je me suis rendu compte après que c'était un tome 3. Et que bien sûr, je n'avais pas lu les tomes d'avant. Mais je ne me suis pas démontée, je me suis dit, allez, go, voyons si on peut piger l'histoire en arrivant à la dégonfle sur le volume 3. C'est parti. Alors Rubicons, c'est quoi ? C'est le tome 3 d'une série intitulée Freaks et écrite par Brett Riley, professeur de littérature et d'écriture à l'université du Nevada du Sud, et il a un chat qui s'appelle Cookie. Faites ce que vous voulez de cette info. Donc, et comme j'arrive dans cette série comme un cheveu sur la soupe, je dois faire avec ce qu'on me donne au début de cet ouvrage, et très honnêtement, je ne me suis pas sentie trop perdue au début. C'est venu un peu plus tard, quand les autres personnages ont commencé à débarquer, et que ça m'a fait un peu beaucoup. Donc, on comprend qu'on suit un personnage du nom de Kenneth, en terminale au lycée dans un bled de l'Arkansas. C'est au-dessus de la Louisiane. Il a un de ses potes vampires qui est mort. Je ne spoile rien, c'est au début du chapitre 1. Et il essaie de gérer le deuil, tout en tombant amoureux et en essayant de sauver son père d'un gros stromon invisible. Bon, ça fait déjà beaucoup. Mais c'est sans doute un des reproches que j'ai à faire à ce livre, il y a énormément de choses, et elles tiennent au chausse-pied. Et je dois rajouter un gros trigger warning ici, parce que dès qu'on arrive au chapitre 2, on a droit à une scène de chasse, et je vous confirme que même si elle n'est pas gore, c'est pas fait pour les amoureux des petits lapinous. Allez plutôt lire Les Mémoires de la forêt. Alors à partir de là, on comprend que Kenneth et ses amis ont hérité de super pouvoirs random dans le livre 1, et que dans le 3, ils ont sévèrement ajouté des points d'XP. Mais il y a des dissensions au sein du groupe, et leurs soucis immédiats se partagent entre « Oh mon Dieu, mais on fait quoi l'année prochaine ?» et « Et si on essayait de pas se faire capturer par ces gars chelous du FBI qui veulent nous disséquer ?» Et sans oublier qu'ils ont un monstre invisible sur le feu, hein. Il y en a un aussi qui fait de la magie. Cherchez pas le système de magie ici par contre, hein, c'est tout pété. C'est jamais expliqué et clairement l'auteur n'en a rien à cirer. Donc si vous êtes un lecteur attaché à ce genre de détails, vous risquez d'être déçu. Chaque personnage va bien évidemment faire face à ses propres problèmes, qu'ils soient relatifs au groupe, à leur famille ou à eux-mêmes. Et tout ça va plus ou moins trouver une conclusion à la fin du livre. Et je dis plus ou moins car clairement l'épilogue ouvre sur un tome 4 en nous présentant le prochain méchant. C'est bien écrit, la version audio est sympa et la narratrice fait le job pour les personnages, ce qui est un plus. Il y a des rêves sympas, autant à la culture geek qu'à la littérature, et on rappelle que l'auteur est prof de littérature. Il y a comme un lien. Et son traitement du monstre n'est pas sans rappeler l'approche du monstre de Frankenstein dans le roman de Mary Shelley. Et ça, ça claque un peu quand même. Par contre, il y a trop de choses. Enfin, à mon goût. Beaucoup de trames, beaucoup d'éléments. Et parfois, je me suis sentie un peu sur ma faim. Et j'ai trouvé qu'on passait un peu vite sur certaines choses et qu'à l'arrivée, j'avais fait comme une indigestion de toutes ces infos. Pour récapituler, voici les points positifs et négatifs. Les plus, ça pose bien les éléments de la série, même si on n'a pas lu les autres, comme la grosse dinde que je suis. La psychologie des personnages, des réflexions morales intéressantes, une approche intéressante des questions LGBT et racisme,
l'évolution des personnages, le petit côté Buffy contre les vampires, et ça peut être lu indépendamment. Les moins, parfois les personnages paraissent un peu en scénarium. Un moment trigger niveau drogue, prudence si vous voulez éviter le sujet. Idem niveau deuil d'un parent et comme je le disais, la scène de chasse. Quelques moments que j'ai ressentis comme de la grossophobie. Des moments où on va oublier complètement certains aspects de la trame pour passer à autre chose. Peut-être un peu trop de persos pour pouvoir s'attacher à tous. Je suis partagée sur la nécessité d'un tome 4. Et il y a beaucoup d'éléments. Voilà, à la prochaine et lisez des livres en anglais.